makambo ya mboka, analyse basée essentiellement sur le traitement de l'information de faits d'actualité. Analyse, émission nabino, analyse, yabino, ezakitoko, ezolobela, makambo ya mboka, oyo, otalaka yango, mikolo nyonso. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous dans le cadre de votre magazine Analyse. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus, comme nous en avons l'habitude d'ailleurs, scruter l'actualité en République démocratique du Congo. Vous savez que le dialogue national inclusif reste l'actualité dominante en République démocratique du Congo. Et vous savez en même temps qu'il y a une tranche de l'opposition qui s'est réunie en conclave à Bruxelles autour d'Étienne Tshisekedi justement pour discuter non seulement sur le dialogue mais également sur les scrutins à venir. Nous parlerons peut-être vers la fin de cette émission, de cette rencontre ou la réunion des gouverneurs qui s'est tenue, qui se tient à Lubumbashi dans le Katanga. Madame, Monsieur, encore une fois, bonsoir. Notre invité de ce jour n'est autre que Monsieur Sylvanus Mouchi Bonane, avocat. Il est professeur d'université, Monsieur Mouchi Bonane, pour ceux qui le connaissent ou pour ceux qui ne le connaissent pas aussi. Il est président de l'UPRDI, c'est bien ça? C'est cela, oui. UPRDI qui veut dire Union du peuple pour la République et le développement intégral. Alors, en dehors de l'UPRDI, vous êtes aussi président et porte-parole de l'OPER, l'opposition patriotique et républicaine, qui regroupe pratiquement 31 partis politiques. Et 36 associations de la société civile, ainsi compris les confessions religieuses. Vous êtes donc une force au sein de l'opposition. Ah ben oui, il faut le dire. Plus forte que l'opposition républicaine, plus forte que l'UNC ou plus forte que l'UDPS? C'est pas à nous de faire le jugement, mais je pense que vous nous voyez, vous nous vivez tous les jours sur le terrain. Et je pense que c'est même là l'origine de cette invitation, parce que vous avez découvert que nous représentions quelque chose sur le terrain politique congolais. Et donc, il est tout à fait normal que nous puissions penser, à juste titre, que nous avons notre place sur la scène politique congolaise, que nous sommes une force indiscutable. Alors, comment se porte l'UPRDI au jour d'aujourd'hui? L'UPRDI se porte très bien. L'Union du peuple pour la République et le développement intégral se porte très bien. Parce que, madame, peut-être beaucoup de gens ne savent pas, c'est ce parti qui est à la base, sinon le leader, à la base de la création du mouvement Maï Maï. Cet éveil du peuple qui a barré la route à l'envahisseur, à celui qui avait planifié la balkanisation de la République. Lorsque le pouvoir de Kinshasa s'est trouvé incapable d'endiguer le mal, de repousser l'ennemi jusqu'à ce qu'il rentre d'où il venait, le peuple s'est organisé dans ce que nous avons appelé le mouvement Maï Maï, à notre initiative avec l'aide de certains collègues, et il a été voulu par Dieu que grâce à cet élan de nationalisme pur, le Congo demeure dans ses frontières de Berlin jusqu'à présent. Nous ne dirons pas que le peuple nous doit ça, mais nous avons la fierté de dire que nous avons réalisé ça pour le peuple. Alors, tout ce que vous avez réalisé pour le peuple, c'est très bien. Êtes-vous représenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Oui, vous savez, nous avons été à l'Assemblée nationale en 2006. D'abord, pendant la transition, nous avons coécrit la Constitution et toutes les lois qui ont régi les institutions d'appui à la démocratie. J'étais personnellement vice-président de la Commission politique, administrative et juridique à l'époque. Mais en 2006, j'ai été élu. Et
derrière moi, sur la liste de l'UPRDI, 4 autres, 5 députés que nous étions. Mais les forces du mal ont débauché tout le monde. Et je puis vous dire qu'aujourd'hui, ils sont réélus. 2011. Et les forces du mal, vous faites allusion à qui ou à quoi? Je fais allusion à ce qui prend, à ce qui gère, à ce qui entretient la pensée. Donc la majorité présidentielle. Nous y avons été, nous étions membres de la majorité. Je vous dis ici que tous les cadres de mon parti se retrouvent dans le PPRD. C'est là que le parti a préparé, sont aujourd'hui au PPRD, mais ce n'est pas les combats. Je ne pense pas que ce soit le sujet de cette émission. Mais ils sont allés là-bas. Au lieu de ratisser large à l'intérieur de la population. Peut-être parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans votre parti politique. Comment ne pas se retrouver? Parce qu'on a pris que ce que nous avons considéré comme privilégié, ce que nous avons envoyé au gouvernement, ce que nous avons envoyé dans les entreprises publiques, tous ont été récupérés. On leur a fait voir que s'ils ne rejoignaient pas le rang là, eh bien, ils n'auraient pas à faire long feu, comme moi-même d'ailleurs. Souvenez-vous, j'étais au gouvernement, je n'y avais été que pour quelques petits mois, mais je ne regrette pas, pour peu que j'avais été. L'histoire a été écrite. C'est cela. On vous a fait partir du gouvernement. Ce n'est pas à polémiquer, ça appartient au passé. Tout le monde parle du gouvernement de toute façon. Mon père m'avait toujours dit qu'il n'y avait rien d'aussi éphémère qu'un pouvoir et une fonction politique. Et mon père a toujours dit, il ne suffit pas de partir d'un gouvernement, mais il faut partir de ce gouvernement, la tête haute. Mais oui, mais nous sommes partis la tête haute. Parce qu'on n'a pas mis sur nous, sur nos épaules, le moindre grief de mes gestions. Ceux qui partent la tête baissée, on sait ce qui leur arrive par la suite. Ils sont devant les cours et tribunaux. Nous sommes bien tranquilles, nous enseignons à l'université calmement, nous tenons notre cabinet d'avocats calmement, nous entretenons des relations citoyennes avec et les cadres de l'AMP, des PPRD, de partout, de l'opposition. Nous sommes au centre. Voilà pourquoi d'ailleurs, en créant une plateforme de l'opposition, nous n'avons pas oublié d'aller dans l'extrémisme ni à l'extrême. Nous sommes restés au centre, c'est-à-dire patriotique. Le Congo d'abord, les Congolais au centre de nos intérêts. Républicaine, respect aux institutions, tant qu'elles ne gaffent pas, et respect aux lois de la République, en commençant par la Constitution. On va revenir sur votre plateforme. On va ouvrir d'abord ce chapitre lié à ce conclave qui s'est tenu à Bruxelles, autour d'Étienne Tshisekedi. Vous n'aviez pas pris part à ce conclave. Ce n'est pas parce que je n'ai pas été sollicité, Madame Bienvenue, par conviction. Le nationalisme. Un nationaliste doit bannir en soi toute force ou encore toute valeur intérieure qui se transformerait en force contre sa propre conscience et forcé à tout attendre de l'extérieur. C'est ce que le professeur fait, le professeur Mboyo Penge, d'heureuse mémoire, a appelé l'extérisme. Il faut bannir l'extérisme quand on est nationaliste. On a appelé pour un dialogue ici. La communauté internationale est venue en appui de cette idée géniale. La résolution 2217 est venue davantage enfoncer le clou. Nous devons nous regarder droit dans le yeux ici chez nous et nous dire des vérités. On n'a pas à fuir. Nous avons combattu l'agression étrangère. Nous ne sommes pas allés d'abord à l'étranger demander des armes. Nous avons commencé par des flèches. Je vous ai dit le résultat. Alors il ne faut pas fuir. Voilà, nous avons dit que le cadre était mal choisi. Et puis la démarche, contrairement à ce que certains pensent, était de vraiment sonner de l'opposition unie. Parce que là, vous avez vu des ténors qui ne sont pas allés à Bruxelles, des ténors qui sont allés à Bruxelles. En fait, on nous a divisés. On nous a divisés. Or, nous n'avons pas besoin. Mais quand vous dites on vous a divisé, ça veut dire quoi? Le on sous-entend? C'est-à-dire qu'il faut rechercher la mémoire. Il faut rechercher la mémoire. Ces pays
Malheureusement, ça, c'est pas mon travail. C'est Voilà. pas mon travail de... C'est vrai que quelque part, oui, mais moi, je vous pose la question parce que je me mets dans le compte de la population qui a besoin d'avoir des explications de votre part. Je suis bien d'accord, Madame Bienvenue. Il est que sur la République démocratique du Congo, nous ne parlons pas de l'époque, excusez-moi, de l'État indépendant du Congo. Nous ne parlons pas de l'époque du Congo belge. Nous parlons d'après l'indépendance. On nous a donné l'indépendance, mais on ne nous a pas libéré toute l'indépendance. On vient toujours recruter au milieu de nous-mêmes pour s'assurer que le Congo continue à demeurer une base des fils et parfois même des filles de ce pays qui sont néocolonialistes, qui sont hantés, habités par une force qui leur devient irrésistible, de l'esprit extériste. Et nous disons que c'est un péché. C'est à exorciser. Si nous avions le meilleur pasteur, si nous avions le meilleur féticheur, pour ceux qui y croient, et moi je n'y crois pas, c'est à exorciser. Le problème congolais se résout à l'intérieur du Congo, mais courageusement. S'il faut chasser un pouvoir qu'on croit avoir le droit de chasser, il faut le décider de l'intérieur. Je ne pense pas qu'il y ait eu des Burkinabés qui sont d'abord partis à Paris et s'organiser, tenir un conclave pour obtenir le départ des Compaoré. Pas du tout. Et donc moi, je reproche à cette démarche son caractère extériste, néocolonialiste et surtout séparatiste. Parce que pendant que nous allons faire, nous menons des démarches pour que nos positions parlent d'une seule fois. Pour que dès que les élections seront aujourd'hui, des mêmes fois, parce que le contenu politique est tenu au concours du dialogue, ça ne pourra nous définir. Mais avant de revenir au dialogue, comment vous avez jugé les résolutions qui ont découlé de cette rencontre tenue au château du Lac? Mais sur le plan sémantique, j'ai entendu quelque chose. C'est une chose. Mais ça, c'est mettre sur le plan sémantique. Il ne s'agit pas de dire. Chez nous, les juristes, lorsqu'il a forme est mauvaise, je ne dis rien à attendre. D'ailleurs, on a fait un pari. Quand on a voulu l'action en justice, on n'a pas respecté la procédure, on vous déclare l'action irréfutable. Donc, on n'examine pas les faits. C'est dans ça que si nous nous attendons qu'à ce qui s'est passé à Bruxelles, nous risquons de ne jamais avoir un dialogue. Un dialogue. Et nous risquons de déboucher sur ce que tout le monde a convenu d'appeler chaos. Donc, en d'autres termes, les résolutions de ce conclave emmènent quelque part la mort sur ce dialogue où le condamne à ne pas se tenir. Oui, parce que tantôt, ces résolutions, entre autres, prônent un dialogue, mais avec une compréhension différente de la compréhension qui est bonne et juste. Parce qu'à chaque chose, il y a un débit. Il y a quelqu'un qui a lancé l'idée du dialogue. On peut ne pas l'aimer. Moi, je suis opposant contre ce pouvoir. Mais je reconnais que c'est Kabila, le président Kabila, qui a convoqué ces dialogues. Mais je reconnais aussi qu'il ne l'a pas convoqué pour nous faire cadeau. Il a ses calculs derrière. Et si nous pensons que le dialogue en soi est bon, allons-y rencontrer les délégués du pouvoir. Discutons. Opposons les idées nationalistes. Mais avant de rencontrer le délégué du pouvoir, avant de rencontrer celui qui a organisé ou qui souhaiterait organiser ce dialogue, il y a un facilitateur qui a été choisi, Edem Kodjo. Il y a quelque temps, l'opposition républicaine avait apporté son soutien à ce facilitateur. Pourtant, on a l'impression que vous, de votre côté, vous ne l'entendez pas de cette oreille. Nous sommes restés constants, madame.
Nous sommes l'opposition patriotique républicaine. Nous avions déjà dit ce que nous attendions de ces dialogues. Nous continuons à le dire. Nous attendons de ces dialogues un calendrier électoral consensuel, étalé sur une période arrêtée consensuellement, mais qui ne pourra ouvrir des débats qu'après qu'un ordre du jour ait aussi obtenu des consensus, de sorte que personne de toutes les parties prenantes ne saurait venir avec un ordre du jour préétabli. Et nous avons dit également qu'au cours de ces dialogues, nous de l'OPER, nous prenons que le peuple congolais s'évite tout mal. Le fameux chaos, l'apocalypse dont on nous parle, on peut l'éviter en usant de la sagesse, qui est la nôtre, et en obtenant qu'un deuxième pacte républicain soit signé, ça qui ne soit cassé, ça qui ne soit question de casser ou de briser le crâne de la Troisième République. Alors, M. Mouchi-Bonane, vous donnez raison à ceux ou à vos compères, s'il faut que je les appelle comme ça, de l'opposition, qui disent que vous êtes un fruit de la majorité, que vous êtes une fabrication de la majorité, vous êtes pour le dialogue, mais vous n'avez pas voulu assister au conclave. Non, non. Il est libre. Beaucoup de divergences. Madame. On ne sait pas où vous casez. Vous êtes de la majorité, vous êtes de l'opposition, ou est-ce que vous êtes du centre? Comme Tchibangoukala aime bien le dire, bon, soit dit en passant. Faites un effort. Faites un effort. Nous ne sommes pas cette opposition girouettiste. Ils disent une chose aujourd'hui, à midi, demain une autre, après-demain une autre. Nous ne sommes pas cela. Nous sommes constants. Nous avons dit que si le président a convoqué le dialogue, c'est sûrement qu'il s'est rendu compte que sa famille politique ne l'a pas aidé à respecter la Constitution. C'est-à-dire veiller à l'application de tous les articles de la Constitution. C'est-à-dire mettre en route le processus électoral jusqu'à son terme dans le délai constitutionnel. Et nous avons imaginé il y a une année passée que c'était de très haute sagesse dans le chef du président de la République, qu'il venait chercher un appui auprès du peuple représenté par la classe politique et la société civile. Où nous devrions lui dire, bon ça va, il y a lieu de résorber le retard accumulé et aller tout droit vers les élections essentielles. Et nous avons prôné à l'époque la combinaison. Donc, l'appel aux élections combinées, provinciales, législatives et présidentielles, dans le délai constitutionnel. Mais c'est là, nous n'avons jamais dit que nous voulions des élections. Et nous avons dit, si il y a une possibilité d'aller ou une contrainte, alors une contrainte réelle, acceptée par tous, on doit attribuer une période qui est consensuellement acceptée et acceptable à un débordement qui ne doit pas être appelé transition, mais que les élections, le processus commence tel que prévu par la Constitution. Pour que, par exemple, si les législatives vont traîner, que ça va prendre du temps, mais qu'au moins, dans le délai constitutionnel, nous ayons notre président de la République le 20 décembre, qu'il soit au moins connu. Et sinon, si, parce que là on dialogue, comme le disait le porte-parole de l'IDPS à Bruxelles cet après-midi, là où on dialogue, il y a toujours un compromis. Nous pouvons aussi nous dire, non, ben, ce qui devait nous aider à avoir un peu d'argent, à renflouer nos poches, n'ont pas donné comme on pouvait s'y attendre. Nous sommes obligés, cas de force majeure, d'avoir cette élection présidentielle 2 ou 3 jours après, 2 ou 3 mois après. À ce moment-là, c'est un compromis de toute la société. Mais pourquoi vous restez sur la date du 19 décembre alors que la Commission électorale nationale indépendante l'a bien dit, elle n'est pas en mesure d'organiser les élections en 2016. C'est quand même l'institution habilitée qui a... Ça n'engage que la Commission électorale. Parce que nous, d'ailleurs, pour l'OPR, le calendrier consensuel devrait être arrêté au dialogue, la CENI entendue. Ça veut dire quoi? Elle va être associée au débat. Elle va venir avec sa position. On va battre en brèche sa position et on va lui faire voir, voilà comment on peut y arriver. J'ai entendu plusieurs voix qui se sont élevées, effectivement, pour dire clairement
que c'était faisable, que c'était jouable. Il y en a même ceux qui se veulent puissance ou grande puissance ou puissance étrangère qui ont dit si ce n'est que pour l'argent, on ne va pas donner. Avant de compter sur le voisin, il faut savoir ce qu'on a dans sa poche. Donc c'est pour ça que je dis un compromis et on arrête un calendrier comme ça. La CENI, entendez, c'est que la CENI d'aujourd'hui, bon, ils sont au service de la nation, ils doivent justifier les millions qu'on déverse chez eux chaque mois, ils doivent tenir des réunions de conférences de toute façon pour avoir des pièces comptables. Pour l'instant, ce n'est pas ça qui engage la classe politique que Madame Bienvenue, ce n'est pas ça non plus qui engage le peuple. Madame, Dieu merci. Dieu merci, excusez-moi. Alors, M. Mouchi, bonne année. Dieu merci, bien sûr, il y a un des ténors de votre plateforme, M. Bitakwira, un changeant aussi, hein, qui était dans la majorité, il est allé dans l'UNC, maintenant il est avec vous, qui a fait une déclaration au cours de laquelle il a demandé à Edem Kodjo de se plier à la position de l'opposition. Si jamais il ne le faisait pas, il le maudirait ou il maudirait. Est-ce que c'est quand même responsable, une telle déclaration de la part... Je ne peux pas assumer ce que dit un responsable politique. D'abord, je porte à votre connaissance. Il est tout de même de votre plateforme. Non, quelque part, vous êtes responsable. Non, il a sa plateforme qu'on appelle opposition citoyenne. Il a un parti qu'il vient de créer il n'y a pas un mois. C'était un acteur politique de taille, c'était un député élu. Et ce qu'il dit, il n'y a que lui seul qui peut s'en justifier. Et moi, je pense que je me refuse même de tout commentaire. Ce que moi je sais, c'est qu'au début du mois de mars passé, notre plateforme a donné un ultimatum de 2 mois à Edem Kodjo pour lui dire la commission, le comité préparatoire, le début effectif des travaux de dialogue. Autrement, sois courageux et écris et signe ton procès verbal de carence. Dis que ça ne va pas. Ben, je viens de suivre tout malheureusement que le premier ministre honoraire, le facilitateur, ne démord pas, il y croit. Comme faire. Et il propose d'ailleurs un groupe de soutien qui regroupera les organisations internationales pour assister à la facilitation. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est dans sa démarche. Il continue à élargir. C'est à féliciter parce que, vous savez, il y a une sagesse bantou qui dit Moussa Pimoko et Bomaka facilité. Et il ratisse large pour amener plus de moyens techniques, d'expertise autour de lui. Espérons avec ça convaincre plus. Mais à mon avis, c'est peine perdue parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris comment ça fonctionne chez celui sur qui il a pratiquement jeté son dévolu. Notre vieux, qu'on a appelé le sphinx délimité. À l'IDPS, on sait comment ça se passe. Voilà pourquoi à l'IDPS, il y a toujours des départs, parce qu'il y a une pensée qu'on peut appeler unique là. Alors, et donc, Edem, maintenant, le chemin de Bruxelles, je puis vous garantir, c'est même la voie de l'échec. Alors, je suis en train de lire sur Internet parce que je ne voudrais pas me tromper. Parmi les résolutions, il y a l'opposition qui a déclaré que le dialogue convoqué par le président de la République n'a aucune validité. Seul le dialogue issu de l'accord cadre et des résolutions subséquentes devrait devrait être la base du vrai dialogue. Est-ce que vous partagez la même réaction, monsieur? Pas du tout, je ne partage pas ça. Et je voudrais le dire pour éclairer l'opinion. Écoutez, pourquoi a-t-on peur de l'homme? Parce que nous l'avons choisi, nous l'avons élu comme président de la République. Dans ses prérogatives constitutionnelles, il peut convoquer le Congolais quand c'est possible et quand il le peut pour discuter d'une question précise. Dans le cas d'espèce, il y a un problème réel. Le processus électoral est en panne. La mise en œuvre de ce processus
à l'arrêt. Je ne veux pas être l'avocat du diable, mais il constate que sa famille politique, ses collaborateurs, ses experts ne l'ont pas aidé ou que sciemment, parce qu'ils espèrent un glissement ou un référendum, ils ont fait le choix. Est-ce que le glissement, c'est seulement ceux de la majorité au pouvoir qui le souhaitent, ou même vous de l'opposition? Aucune opposition ne peut souhaiter un glissement. Toute l'opposition prêche pour l'alternance. Prêche pour le respect de la Constitution. C'est cela. C'est pourquoi nous... Ceux qui sont contre le dialogue disent que ceux qui sont pour le dialogue favorisent le glissement. C'est une mauvaise lecture. Ce sont eux qui favorisent le glissement. Parce que s'ils étaient venus, s'ils n'avaient pas eu peur de l'homme, nous ne voulons pas avoir peur de l'homme. Nous voulons mettre la bonne foi du président de la République à l'épreuve. Qu'au dialogue, ils viennent nous dire, bon, chers amis, je vous ai appelé, c'est pour dire que, bon, voilà, la Constitution ne m'a donné que 2 fois 5 ans, c'est fini. Entendons-nous sur comment me donner encore 2 fois 5 ans. Un pointeur. Celui qui n'accepte pas, j'appelle ma force. On a fini ici. C'est ce que les autres ont peur. Le président est sage pour ne pas faire ça. Il doit respecter la Constitution jusqu'au bout. Et nous disons que nous continuons à prendre la démarche du président dans le sens le plus positivant qui soit. Ne pas fuir le débat, comme disait Féno Kenyamou ici. Ne fouillons pas le débat. Allons là-bas. Allons dire que nous voulons le strict respect de la Constitution. Que nous voulons un Congo stable. Que nous voulons un président de la République qui a son bilan, qui irait faire la fierté de la République dans des institutions internationales, dans les discussions internationales, comme sage après avoir géré un pays aux dimensions continentales comme celui-ci. Que nous puissions lui apporter directement le conseil que ses collaborateurs, que sa famille politique n'a pas pu lui apporter. Et que nous lui disions, avec le peu que nous avons, il y a des sacrifices à faire, comme on appelle effort de guerre. On peut dire, Madame Dieu merci, que au fait, si ce n'est que le fichier électoral, que les nouveaux majeurs puissent consentir encore un effort de guerre, sauver le pays contre les chaos, préserver la démocratie. Déjà que le fichier électoral, il va être revu, parce que continuer, parce qu'il y a la commission électorale. Ça devrait être ça, entre autres les matières discutables sur lesquelles on devait trouver. Mais déjà que la commission électorale nationale indépendante a déposé son calendrier ou son bilan annuel, son bilan d'actualité au Parlement. Le rapport d'experts d'ici là. Oui, mais il va plus loin en organisant un nouveau... je ne sais pas s'il faut que je l'appelle un processus d'enrôlement qui va démarrer au mois de juillet. Parce qu'effectivement... Est-ce que ce n'est pas encourageant? Comment vous réagissez par rapport à... Nous disons ceci. Administrativement parlant, ce n'est que de bonnes administrations. Mais politiquement parlant, ce n'est que suicidaire si on ne se retrouve pas tous pour qu'une vérité réelle de sauvetage soit plantée par devant nous tous. Mais est-ce que ce n'est pas déjà une solution au problème que vous aviez évoqué il y a peu, vous de l'opposition, enrôlement des nouveaux majeurs? Voilà, on commence par une première chose, on vous l'accorde et maintenant vous ne voulez pas. C'était un droit. Et ça demeure un droit constitutionnel et inaliénable de ces Congolais. De se faire enrôler et même de voter. Mais seulement, il faut faire l'échelle de valeurs. Et il faut établir ses priorités sur base d'échelle de valeurs. Et l'on se dit, est-ce que moi, Mouchi Bonane, si j'accepte de rater, de voter là en ce moment-ci, pour que rien n'arrive à un seul Congolais, même qui se trouverait à Kasumbalesa, à Moubaïmbongo, que je sauve une seule vie par mon comportement. Ou que je dise j'y vais pour que je compte les morts, probablement moi-même aussi. Le choix sera clair. C'est-à-dire qu'administrativement, la CENI ne peut que se déployer parce qu'effectivement,
la main noire qui prône la politique de terre brûlée veut que les choses tirent en longueur. Alors, si je vous comprends bien encore, M. Mouchi-Bonane, le problème au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas simplement la Commission électorale nationale indépendante. Le problème se trouve ailleurs, au sein de la majorité présidentielle, comme vous l'aviez dit en début de l'émission. C'est bien ça. Mais oui, il y a sûrement dans ces camps-là des messieurs qui sont ventriotes, au fait, qui ne tiennent qu'à leur propre intérêt. Que l'espace d'intérêt ne dépasse pas l'espace qui ferait le ventre qu'ils ont sur eux. Donc, comme qui dirait, pas au-delà du bout de leur nez. C'est-à-dire que ceux-là, ils ne voient qu'eux-mêmes. Ils pensent qu'il y a des politiques qui peuvent être politiques éternellement. Ça n'existe pas. Je vous ai dit la sagesse de mon père. Rien de plus éphémère qu'un pouvoir ou une fonction politique. Donc, même quand on y a passé 20 ans, on n'a pas besoin de restructurer la Commission électorale nationale indépendante telle qu'elle est aujourd'hui. Le dialogue qui arrive, j'en ai entendu, c'est une des résolutions de Bruxelles. Le dialogue, mais ce n'est pas du nouveau. L'IDPS a toujours prononcé cela. Et nous sommes d'ailleurs partisans de cette pensée. De restructurer la CENI. Oui. Pourquoi? Parce que, objectivement, beaucoup de représentants au bureau ne sont plus en odeur de sainteté avec les partis qu'ils sont censés représenter. Rien que ça. Mais ça, c'était une idée que vous aviez avant, à l'époque de M. l'abbé Apollinaire Malou-Malou, quand vous disiez qu'il était de connivence, qui flirtait avec le gouvernement, ce qui n'est pas le cas avec Corneille Nangaa aujourd'hui. Madame, aujourd'hui, là, tel que nous sommes là, il y a de ces plateformes, de ces partis politiques qui ont des représentants là-bas, mais qui ne contrôlent plus. Je vous ai parlé des anciens ministres de l'UPRDI, mon parti, des mandataires de l'UPRDI, mon parti, mais que nous ne contrôlions plus, qui ne nous rendaient pas compte. Loyauté, zéro. Pourquoi vous les gardez? Parce qu'ils ont choisi de constituer une équipe monolithique en faveur d'une main noire. Et donc c'est cela, madame. Donc, je pense que, comme nous l'avons dit également, on peut aller dans tous les sens. Le forum de sauvetage, c'est le dialogue entre nous Congolais. Et à l'époque, nous avons même suggéré qu'il n'y ait pas tout ce tralala des médiateurs, que si besoin il y avait, qu'on en appelle alors un témoin international. Parce que le témoin, il voit mais il ne parle pas. On aurait déjà eu les comités préparatoires, on aurait déjà... Et puis, madame, je souligne ça même, parce que je suppose que le temps devait la fin de l'émission. Nous avons 15 minutes. On a encore tout le temps. Mais disons quand même, quoi. Vous savez, si on était parti au dialogue et qu'en toute responsabilité, on était arrivé à un compromis ou à des compromis citoyens, mais on n'aurait pas toute cette cacophonie. On n'aurait pas eu ça. Mais parce qu'il y a une force qui, en fait, peut ne pas avoir été à la base du conclave de Bruxelles, mais qui y trouve son compte. Plus ça dure, plus ça arrange ce groupe-là. Ce qui est une vision contraire à la vision du chef de l'État, qui lui a oublié le dialogue. À moins qu'il soit parmi ceux qu'on appelle les personnes qui peuvent dire les choses, et bien qui pensent autrement. Mais oui ou non, faut-il enrôler les nouveaux majeurs et les Congolais de la diaspora tout en respectant la Constitution? Est-ce que c'est faisable? Je vous ai dit que ça s'appelle effort de guerre. C'est le mot que j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'un sacrifice qu'on accepte, de consentir pour sauver quelque chose d'essentiel, de suprême, la vie d'un concitoyen, les biens des citoyens, sa propre vie, son identité, sa fierté. Le Congo est aujourd'hui compté, a encore cette chance de demeurer compté parmi les pays qui se sont engagés dans un processus de démocratisation.
Nous avons eu des institutions ici, des urnes, ainsi de suite. Pendant que nous sommes déjà au milieu de la route, ou sinon au quart de notre parcours, il ne faut pas qu'on nous ramène à la case de départ. Si c'est pour un sacrifice du genre, où on ne perd pas assez, parce qu'il y a toute une chaîne de scrutins à se tenir, et on va attendre le prochain. Mais le plus important pour sauver l'essentiel, pour que le bateau traverse sans vague, qu'il n'y ait pas de naufrage. Et moi, je pense qu'on soit de l'étranger ou qu'on soit majeur ici à l'intérieur du pays, il faut bien. Et même nous, de l'opposition, en acceptant qu'on y aille avec les fichiers actuels, c'est un sacrifice énorme. Parce qu'on sait que c'est un fichier sale. Vous le savez, un fichier corrompu. C'est des propos qui vous engagent. Monsieur Mouchi Bonané, vous avez suivi aussi... Il a été plusieurs fois soumis au nettoyage, vous le savez. On nettoie ce qui est sale. Voilà. Assumons les mots tous les deux, parce que c'est juste. Alors, parlons un peu de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Rémi Massamba, élu deuxième vice-président, en lieu place ou en remplacement à M. Kombo Kissi, décédé il y a peu. Une réaction? Ben, moi, écoutez, moi j'ai été au Parlement 2 fois. Et je suis d'ailleurs, je prends à témoin l'honorable Lutundula, le règlement intérieur du Parlement a ses matrices. Ces premières matrices, c'est quelque part dans la parcelle de Lutundula, c'est quelque part à Kinshasa. On avait regardé là-dessus tout. Il m'avait donné l'honneur de venir jeter un coup d'œil et donner une pensée. Et nous avons soutenu le travaux et on l'a amené à terme. Donc je connais comment ça se passe. Il y a eu des questions majeures pour départager les différents candidats. Il y a eu l'IDPS qui a, semble-t-il, à sa manière, présenté un candidat. La personne de l'honorable Badiba, je crois Badibanga. Oui. Et, mais il y a eu également toute une province qui a dit, attendez, celui qu'on remplace est du Bas-Congo. Du Bas-Congo, du Congo central. Et il y a eu du Congo central, apprenons ceci. Nous devons intégrer ça désormais. Et du coup, un remis dont le militantisme au sein de l'IDPS n'est pas à remettre en cause, a eu en même temps l'avantage que la personnalité a remplacé et de sa province. Allez-y comprendre qu'à l'intérieur de l'IDPS, il doit avoir bénéficié d'une sympathie au-delà des députés de son origine et de sa province, Congo central. Mais aussi, je suppose, unanimement, du caucus de chez lui. Déjà qu'eux, ils ne sont pas reconnus auprès d'Étienne Tshisekedi comme faisant partie encore, s'il faut que je le dise ainsi, de l'UDPS. Et pourtant, le poste est jusqu'à présent inscrit au nom de l'UDPS au Parlement. Il y a même un groupe parlementaire, UDPS allié. Et donc c'est tout à fait... Moi, je pense que ça n'a été que de bonne justice qu'on ait trouvé un militant convaincu de l'UDPS. On peut refuser la pensée unique, mais on garde sa conviction politique. Je pense que c'est le cas de l'honorable Rémi Massamba. On refuse la pensée unique, mais on démarre. Donc si vous étiez élu député national, vous voteriez pour lui? Bien sûr, si j'allais voter pour lui. Parce qu'il y a des éléments objectifs que je viens de vous étaler. Je n'ai rien contre Badibanga, qui est aussi une bonne relation pour moi. Mais il y a quelque chose qui pouvait balancer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui a sûrement penché à sa défaveur. Et tant d'autres d'ailleurs. Parce que je suppose qu'à la fin, les autres candidats venus du Bas-Congo doivent à un moment donné compris que, bon, en y allant en ordre dispersé, ils perdaient. Ils se sont coalisés derrière un seul candidat, dans leur plus grande majorité. Et ils ont fait bonne moisson. Je ne peux que féliciter Rémi, pourvu qu'en devenant membre du bureau, il ne tombe pas dans la catégorie de ceux qui ont décidé la ligne des nationalistes, qui étaient de bons nationalistes,
Mais une fois envahis par la bourgeoisie, ils ont tout abandonné. Et nous les appelons nationalistes précaires. Alors, on est presque à la fin de l'émission. Il y a cette conférence, ou la 4e conférence des gouverneurs qui se tient ou qui va se terminer dans peu à Lubumbashi, sous la présidence de Joseph Kabila, chef de l'État. Est-ce à dire qu'avec cette conférence, on peut dire que le recensement a été une réussite? Le recensement, est-ce qu'il a déjà la décentralisation, pardon, voilà. Merci. La décentralisation est une réussite parce qu'il y a un problème majeur que nous devons continuer à résoudre. Nous avons un pays aux dimensions continentales. Il faut rapprocher l'administration des administrés. Le tout, c'est que nous y allons trop vite en besogne. Je suis co-auteur de cette constitution, je vous l'ai dit. Nous avons prévu effectivement qu'il y ait ces 26 provinces, mais on ne devait pas y aller de la manière que nous sommes en train de dire. À quoi ça sert d'aller ériger une province qui n'a même pas de bureau, dont l'administration ne peut pas être déployée? Parce qu'enclavé, parce que... Mais les bureaux, ça se trouve, ça se construit. Les infrastructures, oui, mais il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Et il faut construire d'abord le bureau. C'est comme quand on fait lotissement, madame. Quand on fait lotissement, on doit d'abord aller tracer les routes, créer les parcelles, donner les numéros, et puis on signe un arrêté en fonction de ça. Ça fait l'annexe à l'arrêté. Moi, je te comprends. Mais vous allez d'abord créer le lotissement comme ça, et puis du coup, vous envoyez les gens pour... Mais les gens vont s'entretuer. Et donc, la conférence des gouverneurs, bon, parce que le mal est déjà fait, je suppose que c'est l'occasion pour le pouvoir d'évaluer pratiquement la mise en œuvre de sa politique au niveau de la gestion territoriale. C'est l'occasion de savoir où ça avance, où ça n'avance pas, pour qu'on puisse très vite trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Mais j'aurais dit ne pas émettre d'avis. Mais si vous étiez dans le gouvernement, si vous étiez pas seulement dans le gouvernement, mais à la tête d'une province, comme le sont certains qui ont été nommés ou élus, que diriez-vous? Quelles sont les recommandations que vous alliez formuler à l'issue de cette rencontre? D'abord, j'ai été contre. Mais comme la loi, elle est dure, mais c'est la loi, on subit. J'étais contre le déploiement des provinces et des élections cavalières de gouverneurs qui appartiennent à une seule famille politique. J'étais contre. Pas tout ça. Tony Cassius n'appartient pas à la majorité présidentielle. Vous savez, je ne vais pas chrétien ni égratigner certains amis. J'en ai connu qui avaient le courage au Parlement et Conseil, qui étaient des opposants sur les lèvres. C'est ce qui s'est avéré. Dès qu'ils ont été accompagnés pour devenir gouverneurs, ça et là, ils sont devenus les meilleurs chantres de la mauvaise gouvernance. Mais est-ce qu'on peut garder, c'est la dernière question, oui, est-ce qu'on peut garder sa casquette d'opposants tout en occupant des postes de responsabilité au gouvernement ou à la tête d'une province? C'est ce qui est arrivé aux amis MLC et Cancel. Et aux amis MLC, je ne cite pas de nom, et tant d'autres. Il n'y a rien d'opposant. Quand on est au pouvoir, il faut assumer. Moi, je vous ai dit, j'étais à l'AMP, j'étais ministre. C'était pour le compte de la majorité présidentielle. Il n'y le temporaire à l'époque-là. Et puis, j'ai tiré les conséquences et j'ai dit, au revoir. Mais moi, je ne fais pas une opposition du genre extrémiste, une bonne opposition, patriotique et républicaine. Mais je voudrais quand même revenir sur la conférence des gouverneurs. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Il n'y a pas longtemps que ces bons hommes ont été installés. Il n'y a pas très longtemps. On va leur demander quoi maintenant? Qu'ils n'ont pas encore envoyé comme rapport au ministère de l'Intérieur. Quoi? Des orientations peut-être à donner. Mais oui, mais ça c'est le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui est un homme très intelligent, qui en distribue tous les jours. Moi je pense que c'est une messe noire, où on essaie un peu de sonder le cœur des plus nombreux et des sans-voix même parfois.
pour des plans que nous ne connaissons pas. Il ne faut pas penser que c'est nécessairement parce qu'on doit aller faire l'évaluation de l'action. On n'a pas besoin de ça. Il n'y a pas 3 jours, ils ont commencé. Il y en a qui ne sont jamais partis de Kinshasa parce qu'ils n'ont pas de bureau. Il y en a qui n'ont même pas de chaise. On va dire, non, on a appelé les lieutenants là-bas pour peut-être on sonde le cœur, qu'on sache, qu'on se dise, qu'on voie, qu'on jette un ballot d'essai, qu'on en discute, qu'on évalue, qu'on puisse plus ou moins se faire une idée en termes de les calculs de probabilité. Qu'est-ce que ça fait donner si on fait ça? Qu'est-ce que ça fait? Toi, chez toi, là, ça se passe comment? Comment on apprend ça? Comment on gère ça? Comment? Et donc, et les probabilités pour vous en une seconde, c'est par rapport au 19 décembre? Ben, 19 décembre, il ne faut pas négliger, nous ne sommes pas encore là. Nous croyons encore au dialogue. Il y a les médicaments pour que le 19 décembre soit un 19 décembre comme tous les autres que nous avons connus et ceux qui vont venir. Pour ceux qui aiment les qui emprisonne le président dans une pensée qu'il a refusé en convoquant le dialogue. Et moi, je voudrais en profiter pour dire au président qu'il demeure sur la bonne voie. La bonne voie, la voie de la grande sagesse. C'est la voie du dialogue. L'effectivité de ces travaux, des dialogues. Et les Congolais, parce qu'on n'a pas le temps de les réunir encore pour un nouveau scrutin, un nouveau mandat, ainsi de suite. En réunissant toute la classe politique confondue, la société civile, il aura en face de lui tout le peuple congolais. On va se parler, on va trouver des voies de sortie. Merci, M. Sylvanus Mouchibonane. C'est moi qui dis merci. Oui, d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir. Je l'ai dit en début d'émission, profiter parole de l'OPER, opposition patriotique et républicaine, mais également président national de l'UPRDI, votre parti politique. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Voilà l'essentiel de cette émission portée sur le dialogue, mais également sur le conclave tenu à Bruxelles de l'opposition. Merci encore une fois. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro d'analyse. Entre-temps, portez-vous bien et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, mon pays. Bonsoir chez le traitement de l'information de fait d'actualité.